Je suis à Saint-Pathu et j'ai rendez-vous avec Thierry Lemaire et Virginie Poulizac, les deux ex-adjoints du maire Jean-Benoît Pinturier dans le conseil municipal. Ils ont démissionné, comme nous l'avons dit dans un précédent article, et ils vont nous expliquer les raisons de leur démission et leur vision des choses et les problèmes qu'ils ont rencontrés, particulièrement par rapport au maire Jean-Benoît Pinturier. Vous avez démissionné tous les deux. Thierry, vous étiez premier adjoint. C'est ça. Virginie, vous étiez septième adjointe. Vous allez expliquer pourquoi et donner votre version des faits, votre opinion. Voilà, vous êtes là pour vous exprimer. Allez-y, c'est à vous. Alors comme vous pouvez le voir déjà, on ne représente pas un aigle à deux têtes comme nous a si bien décrit M. Pinturier, mais nous sommes deux personnes totalement normales, classiques, où il n'y a aucune ambiguïté sur la tête de liste. C'est moi-même qui vais la mener, accompagné de Mme Virginie Poulizac en tant que première adjointe. Après, ça sera à voir après les élections. Après les élections, mais bon, les choses sont clairement posées comme ça. Et entre vous, voilà. c'est clairement posé. De toute façon, c'est parti pour les élections. Vous vous présentez et avec une liste. Une liste complète. Mieux vivre à Saint-Pathu. Mieux vivre à Saint-Pathu. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment les problèmes ont commencé, quels sont les problèmes de votre point de vue. Je vais reprendre dans l'autre sens, si vous voulez bien, quel a été l'élément déclencheur de notre démission donc, au mois de février. En fait, en fin d'année 2023, nous avons découvert, en effectuant les écritures comptables de fin d'année, comme on fait chaque année... Vous étiez adjoint aux finances. J'étais un adjoint aux finances, ouais. Et les services comptables m'ont alerté sur le fait qu'il fallait passer un déficit de cession à hauteur de 800 000 euros. Donc sur le coup, je me suis demandé de quoi on parlait. Et en fait, en discutant, il s'agissait de la vente du terrain dit des Marronniers, qui a été vendu par la commune à hauteur de 600 000 euros, alors que, en grattant après au niveau des informations, les 3 parcelles en question étaient estimées à 1,4 million. C'était des parcelles pour construction. Pour construction de pavillons. Alors, il faut bien parler des 3 parcelles, vous allez comprendre que ça a son importance. Il y avait 2 parcelles de 3000 m², pardon, et une parcelle de 1000 m². La transaction portait initialement sur 2 parcelles, les 2 parcelles de 3000 m², pour lesquelles une estimation a été demandée donc, par la mairie, comme ça doit être fait pour toute vente, toute transaction immobilière. Ces deux estimations sont arrivées entre les mains de Monsieur le maire en juillet 2021. Ces estimations, elles n'ont été portées à la connaissance de personne, si ce n'est peut-être de la DGS et des services urbains. Et de l'administratif. Et de l'administratif, voilà. Au moment des écritures comptables de fin d'année, ces estimations du domaine m'ont été communiquées. Et c'est là qu'on a vu le poteau rose, entre guillemets, où vous aviez une parcelle de 3000 m² estimée à 600 000 euros, et une deuxième parcelle, aussi de 3000 m², estimée à 590 000 euros. Donc rien qu'avec ces 2 parcelles, nous étions à 1 190 000 euros. Vendu par M. Pinturier, 600 000 euros. Donc déjà là, il y a un questionnement. Pourquoi une telle différence ? Lorsque l'acte de vente a été signé chez le notaire, on ne parlait plus de 6 000 m², mais d'une 3e parcelle de 1000 m², qui elle n'a fait l'objet d'aucune estimation à la demande de monsieur le maire. Donc on a vendu en fait au promoteur 3 parcelles pour C'est qui le promoteur ? Paméo. On a vendu au promoteur un ensemble de parcelles qui faisait 7000 m² pour 600 000 euros. Donc si vous faites le calcul, 7000 m², c'était estimé par les domaines à 200 euros du m², et la mairie l'a vendu 600 000 euros, et non pas, comme monsieur le maire semble le dire, à 100 euros du m², qui correspondait selon lui au prix du marché, mais il ne connaît même pas le prix de la vente, puisque le prix de la vente, si vous faites une règle de 3, ça ramène à 85 euros le m². Donc par rapport à tout ça, si vous voulez... Donc ça veut dire que
ces terrains-là ont été vendus, ils ont été vendus à un prix bien inférieur de l'estimation des domaines. Et moi, enfin, j'ai un respect pour les services de l'État qui travaillent, qui sont compétents, contrairement à ce que dit monsieur le maire qui dit qu'ils font des estimations délirantes. C'est quand même des gens qui travaillent sur le secteur, qui connaissent parfaitement le secteur, qui connaissent parfaitement le prix des différentes parcelles. Donc ils l'ont estimé à 200 € du mètre carré. Moi, j'estime qu'ils connaissent leur travail. Moi, j'ai pas cette compétence d'estimer des terrains. Et pourquoi est-ce qu'ils l'auraient estimé autrement que avec les prix du marché, quoi? C'est la question qu'on a posée et pour laquelle on a absolument pas de réponse. Si ce n'est qu'ils nous accusent de l'accuser d'avoir mis la différence dans sa poche, chose qu'on ne dit pas, mais on veut des réponses. La vente a eu lieu fin 2023, en septembre, et les écritures comptables devaient être passées fin 2023, les écritures de fin d'année. Oui, mais d'où votre réaction? Alors, notre réaction, si vous voulez, par rapport à ça, donc l'élément déclencheur, c'est bien les marronniers qui nous ont fait, faire notre action de démission. Pas la Chambre régionale des comptes, comme il semble le dire, qu'on est parti en courant parce qu'on a eu peur de la Chambre régionale des comptes. Pas du tout. J'ai même ici des échanges de mails que j'ai eu avec eux, justement pour discuter sur les problématiques rencontrées sur la commune et qui a diligenté donc ce contrôle de la Chambre régionale des comptes. Nous, effectivement, on a démissionné en février, mais en amont de ça, au préalable de ça, on l'avait rencontré à plusieurs reprises. Pour lui signaler différents dysfonctionnements. Et sur le problème particulier des marronniers, on s'est rencontrés au premier conseil bureau municipal. Bureau municipal, c'est où se réunissent le maire et les adjoints. Le premier bureau municipal de l'année, donc c'était le 7 ou le 8 janvier. J'ai plus la date en tête. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis les pieds dans le plat, comme on dit, sur ce sujet-là. Et vous avez mis carrément sur la table la problématique des comme vous venez de le dire. Exactement. Et sa réaction, on s'est fait avoir, mais demain à la première heure, j'appelle le service des domaines pour voir comment ce qu'il en est. Chose qu'il a fait ou pas fait, enfin en tous les cas c'est ce qu'il nous a dit. Et il a envoyé à l'ensemble du groupe un mail relativement long, dans lequel il expliquait que les domaines lui avaient, affirmé qu'il s'était trompé, qu'il y avait une erreur, que l'estimation était de tel montant. Alors, retranscrit à sa manière, que l'estimation était de tel montant, et que, en fait, ça avait été vendu au prix du marché. Donc, une partie de l'équipe dit, remercie Jean-Benoît de ses explications, etc., etc. Moi, en parallèle de ça, j'ai appelé les services des domaines. Et l'explication qu'ils m'ont donnée n'est pas tout à fait la même, pas exactement la même. En fait, il avait extrait quelques exemples des mails reçus par les domaines, que j'ai là, je pourrais vous les montrer si vous voulez. Et en fait, les domaines réaffirmaient le prix du mètre carré où il était à 200 €, il n'y avait pas d'erreur possible. Donc c'était 200 € du mètre carré. Donc c'est l'histoire qui tourne en rond, hein. 200 € du mètre carré, 7000 mètres carrés, 1,4 million. Et non pas 100 € pour 600 millions. Exactement. Et juste en conclusion, la personne des domaines a dit à Thierry au téléphone, le promoteur immobilier a fait une très belle affaire. Il faut savoir également, on a fait des recherches, un particulier comme une commune ne peut pas vendre quelque chose, que ce soit une maison ou un terrain, en dessous du prix du marché, à moins qu'il y ait une compensation. Ça peut être de la voirie ou autre chose pour la commune. Donc nous avons demandé, nous n'avons pas accusé Monsieur Peinturier, comme il le sous-entend, d'avoir détourné de l'argent. Nous lui avons demandé s'il y avait eu une compensation pour la commune. Et ce qui se passe souvent d'ailleurs, même quand c'est vendu au prix du marché. Hein. Oui, aussi. Oui, tout à fait, oui, ça fait partie des modes de fonctionnement. On a un autre exemple qui nous pose question. Vous avez un terrain qui va être vendu rue du Jeu d'Arc, son terrain en l'occurrence. C'est un terrain qui appartient au maire? Oui, c'est ça, où il habite. Donc sa maison va être rasée pour y construire un collectif de 17 appartements. Faut savoir sur les collectifs, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas tous les tenants les aboutissants sur la détermination des prix, mais en grosso modo, ce qui détermine le prix de vente d'un terrain, c'est la surface habitable qu'il va y avoir. C'est dans le périmètre de l'église, 17 appartements, son terrain serait vendu 780 000 €. D'accord ? On a la poste qui est juste à côté. Même configuration, périmètre de l'église, 2700 mètres carrés, donc plus grand que son terrain. 40 logements,
donc plus grosse surface habitable, on est bien d'accord. Lui, d'un côté 780 000 €, la Poste 590 000 €. Là aussi, on pose la question, pourquoi? Et c'est vendu au même promoteur? Non, c'est deux promoteurs différents. Pourquoi la Poste 590 000? Et ça a été acté, c'est vendu. Et c'est des promoteurs avec lesquels la mairie a l'habitude de fonctionner? Non, pas spécialement. Celui de la Poste, c'est Atlan, c'est la première fois qu'il intervient sur la commune. Encore une fois, on n'accuse pas, mais on pose des questions et on n'a pas les réponses. Les rendez-vous avec les promoteurs, ils les faisaient seuls. Donc nous, on n'était pas là. Déjà, moi, c'est pas ma délégation. Et Thierry aurait pu participer à ces rendez-vous, mais il n'était pas convié, ou on s'arrangeait pour que les rendez-vous soient faits lorsqu'on travaille, parce qu'on travaille à côté. On avait des délégations de par nos employeurs et c'était clairement défini. Moi, par exemple, j'étais là tous les jeudis. Les mardis, je pouvais me rendre disponible et voilà, donc c'était clairement établi. Et moi, comme je suis hôtesse de l'air, j'ai un planning qui change tous les mois, mais je donnais mes dates de disponibilité. J'étais très souvent en mairie. On pouvait me demander quand est-ce que tu es dispo pour un rendez-vous, c'était possible. Et si jamais il fallait prendre une date plus éloignée, je m'arrangeais pour ne pas travailler ou je posais une journée d'élu, qui est une journée sans solde pour moi. Donc, Ça, c'est les deux gros points qui vous ont fait douter de la sincérité du maire? Oui. Oui, tout à fait. En plus d'autres sujets, alors ce qu'on a dénoncé, oui, ce sont des choses pour lesquelles on a des preuves formelles. Tout est là, sur lesquelles on a des factures, sur lesquelles on a pu vérifier les choses. On a une liste très conséquente d'autres reproches qui lui sont faits, mais sur lesquels on n'ira pas, puisqu'on n'a pas de... Pour l'instant, c'est pas démêlé. Peut-être que ça le sera. C'est en cours C'est en cours. Pour bien scinder les choses, parce qu'on fait beaucoup l'amalgame sur mon rôle que j'avais moi dans les finances et les difficultés de la commune. Et bien sûr, parce que effectivement, les habitants sont en droit de se poser la question, mais s'il était aux finances, là, vous, Thierry Le Maire, pourquoi il n'a rien vu avant? Parce que, alors je vais vous expliquer, parce qu'il s'agit de domaines bien différents. La part de mon travail en tant qu'élu adjoint aux finances, c'était la gestion comme vous gérez votre foyer avec vos salaires, vos dépenses, vos loyers, etc. Donc il y avait des budgets qui étaient établis chaque année avec les différents services sur lesquels nous travaillions pour déterminer les besoins pour l'année. On validait ce budget. Et tout au long de l'année, on avait les bons engagements, les factures qui s'y rattachaient. Je vérifiais la concordance de tout ça et on vérifiait qu'on restait dans les clous, qu'il n'y avait pas de dépassement budgétaire, etc., etc. Donc mon job au niveau des finances, il était là. Il a été aussi sur de la renégociation de prêts ou avec les variations des taux, la baisse des taux. On avait fait un gros travail, sur la renégociation pour sécuriser le tout, pour diminuer, l'endettement. Et donc là, c'est quelque chose qui est carré et qui fonctionne bien, puisque ça a été fait en 2017 ou 2018, cette renégociation. Donc c'était des aspects vraiment purement financiers et de gestion. C'était mon rôle. Après, tout ce qui était, discussion sur les marchés publics avec les promoteurs, ça j'avais pas le droit de citer. Virginie, j'imagine que vous connaissez le maire depuis un certain temps. Alors je connais Monsieur Peinturier, je l'ai rencontré, j'avais 14 ans. On faisait du scoutisme ensemble. Oui, en effet, donc ça fait très longtemps. On s'est perdu de vue à un moment donné quand j'étais dans l'armée. Et on s'est retrouvés, il me semble, en 2013. Mais en fait, je suis venu sur la commune, il mariait un ami qu'on a en commun. Et de là, l'amitié a redémarré. A repris là où elle en était, en fait. On n'était pas fâchés, on s'était juste perdu de vue. Chacun avait fait sa vie de son côté. Et puis voilà. Je suis venu habiter sur la commune, j'ai donc, comme il l'a dit, je suis toujours d'ailleurs à la tête des anciens combattants de Saint-Pathu. Donc j'ai pas été propulsé, par contre, comme l'a dit Monsieur Peinturier, j'ai été élu lors d'une assemblée générale exceptionnelle. Je suis ancienne combattante, je suis allée en Afghanistan, donc j'ai toute ma légitimité à ce poste. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que j'ai repris le flambeau avec beaucoup de brio, je crois que c'est le mot qu'il a employé. J'ai plus que doublé les effectifs de la commune. J'ai essayé de mettre des choses dans les anciens combattants. Dans les anciens combattants.
J'ai essayé de mettre des choses en place avec le corps enseignant et avec la population, puisque le devoir de mémoire et les valeurs du monde combattant me sont chères et je sais vraiment de quoi je parle. Je suis ancienne combattante, pas Monsieur Peinturier, quand il dit qu'il sait ce que c'est. J'ai parlé avec les directeurs d'école pour essayer de faire venir les enfants au monument aux morts. C'est pas toujours évident parce que ce sont des jours fériés et il faut que les enseignants soient d'accord de venir sur un jour férié. Et les parents? Et les parents. On a eu des enfants, pas à toutes les dates. Hein. Cette année, par exemple, le 8 mai, c'est un week-end de 5 jours. Il est évident que c'est compliqué. J'ai mis en place un partenariat avec la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre et Seine-et-Marne 14, qui est un groupe de reconstituants, qui était présent lors de l'inauguration du monument aux morts, que j'ai d'ailleurs fait rénover. On a mis en place donc une animation qui s'appelle l'histoire des barques à Saint-Patu. On a fait 2 ans de suite où il y a des jeux de plateau, de jeux historiques en fait, qui viennent avec une exposition des reconstituants donc en habit d'époque. C'est une manifestation similaire à ce qu'on peut voir au musée de la Grande Guerre. C'est des choses que j'ai faites. Qui correspondent très exactement à votre ça faisait partie de ma délégation parce que j'étais en charge donc culture événementielle, devoir de mémoire, préservation du patrimoine et relation avec ADP. Cependant, relation avec ADP, je n'ai jamais rien fait puisque c'est Monsieur Peinturier qui allait aux réunions ADP et GIP, donc le GIP étant une association créée par Monsieur Coupé. J'y ai jamais été parce que j'y ai jamais été convié. Monsieur Peinturier a répondu à ma demande en disant que c'était seulement les maires et les premiers vice-présidents de la communauté de communes qui avaient le droit d'y siéger. Information prise auprès de Monsieur Parigi après notre démission, mais bien sûr, Madame Poulizac, vous auriez pu y siéger et apporter votre expertise vu que vous travaillez dans le milieu. Monsieur Peinturier a dit qu'il se demandait si mon comportement actuel était en adéquation avec mon poste de présidente des anciens combattants. Oui, parce que justement c'est ma loyauté envers mon pays d'abord, puisque mon pays je l'ai servi pendant 9 ans. C'est ma loyauté envers le monde combattant et je suis aussi vice-présidente départementale et conseillère départementale à l'Office national des anciens combattants et des vedettes de guerre. Et bien sûr ma loyauté envers les Patusiens qui m'ont poussé à démissionner parce que je ne pouvais pas cautionner ce qui se passait sur la commune. C'est ça. Nous, on s'est engagé pour la commune, pour les Patusiens et non pas pour servir une personne. Et parce que Thierry, vous aussi, vous avez une longue amitié avec le maire. On s'est connus en 2005-2006 quand on voulait effectivement mener campagne pour remplacer l'équipe en place. C'était l'équipe de Monsieur Stéphane à l'époque. Et on avait monté une liste effectivement, donc on était tous novices, hein, la plupart, mais par contre on voulait faire bouger les choses, on était jeunes, on avait cette volonté. Et une quinzaine d'années, hein. C'était en 2006, oui, donc ça fait 18 ans, puis c'était pour le mandat de 2008-2014. Et on a fait donc 2 mandats et demi, un peu plus de 2 mandats et demi. Moi je reviens pas, ni Virginie d'ailleurs, on revient pas sur ce qui a été fait sur les 2 premiers mandats. On a validé des choses, on a fait des belles choses. Je pense notamment au centre culturel des Baumiers, le pôle médical. Il y a plein de choses qui ont été faites et pour lesquelles on était tout à fait d'accord. Où on a rencontré, si vous voulez, des dérives, c'est à partir de la mandature 2020. Est-ce que l'effet Covid a joué ou pas, ça j'en sais rien, mais c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à partir un peu en sucette sur plein de sujets. Autre élément déclencheur dont on n'a pas parlé, mais qui faisait partie aussi des choses pour lesquelles on n'était plus d'accord, ce sont les vœux de 2023. Janvier 2023. Très fastueux. Très fastueux. Et ça, ni Virginie qui avait en charge donc l'événementiel et ni moi au niveau des finances n'avions été mis au courant de tout ce qui allait se passer. Et quand on est arrivé là-dedans,
enfin moi je me sentais plus à Saint-Patus, quoi. Ça ressemblait pas aux valeurs qu'on voulait défendre. C'était du bling-bling, que du fastueux. Exemple, on avait une serveuse qui était en robe où il y avait toutes les coupes qui étaient dedans. Il y avait des fleurs de partout. Il y avait des ateliers culinaires. Et en fait, moi je suis arrivé là-bas, j'ai fait waouh. Enfin, j'étais pas au courant de toutes ces prestations qui avaient été commandées. Donc, il n'y avait pas eu de comparaison de devis, puisque normalement, c'était à moi de demander les devis. Il n'y avait pas eu d'interrogation là-dessus. Mais il y avait des fleurs. Alors, c'était magnifique. Hein. Ah, c'était beau, oui. Par contre, il y avait énormément de monde. Mais des gens, moi, je ne savais même pas que, par exemple, le président de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre et de Seine-et-Marne 14 avait été invité. C'est des gens qui étaient dans mon répertoire, parce que d'ordinaire, on invitait les élus, bien évidemment, les commerçants de la commune, les associations, les présidents d'associations, voire les bureaux des associations, et puis peut-être des entreprises avec lesquelles on a des contrats réguliers. Mais ça s'arrêtait là, et du coup on limitait quand même le nombre de personnes. Là, on ne pouvait pas circuler. Pour limiter le budget. Au moins bien l'encadrer. Là, on parle quand même d'un budget à l'échelle de la commune qui était à plus de 30 000 € quand même rien que pour les vœux du maire. Alors qu'en parallèle de ça, on avait validé une augmentation d'impôts. Et puis on serre la ceinture sur plein de choses. Disons qu'on essaye d'acheter au mieux sur plein de choses. Et d'habitude, les vœux, ils étaient à combien ? On était entre 15 et un peu plus de 15 000 €. D'ailleurs, pour les vœux de 2024, où là on avait commencé à le sensibiliser là-dessus. Il avait acté, effectivement, oui, on va réduire la voilure. Et on était sur un budget qui devait tourner autour de 17-18 000 €. On partait là-dessus, sauf que on a eu la surprise que, en plus des vœux, il avait prévu ce qu'on appelle vulgairement un after pour le cercle d'amis, qui rajoutait à la facture 3 à 4 000 €. Et ça, pour lui, c'était normal. Enfin, c'était alors nous, on a dit qu'on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. D'ailleurs, on n'y est pas allé. On a boycotté plus ou moins les vœux. Et c'était ça qui se rajoutait à plein d'autres choses. Hein. Et quand on lui en a parlé pour réduire le coût, en fait, au départ, moi, j'ai amené le sujet en lui disant il faudrait réduire le nombre d'invités parce qu'on était beaucoup trop nombreux, et au niveau de la sécurité. Moi, la sécurité, j'ai été bercé dedans depuis le début, que ce soit dans l'armée ou chez Air France. On n'a plus personne sur la commune qui a la formation SIAP, formation de sécurité, secours, incendie, aide aux personnes, qui est une formation obligatoire pour pouvoir se servir du pôle culturel. Donc je trouvais ça dangereux. Il nous a répondu qu'il prenait sur lui. Je ne sais pas s'il y a un problème, comment il expliquera aux familles qu'il a pris sur lui. Genre un incendie, une évacuation, un mouvement de panique. On était, il me semble, en janvier, en vigie pirate. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer de nos jours. Même si on est sur une petite commune, on a vu ça ailleurs. Hein, ça s'est passé malheureusement sur des petites communes. Quand vous avez constaté ces choses-là, donc vous avez pris la décision de vous scinder, en fait, de vous désolidariser de lui. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Comment vous avez pris cette décision-là ? Comment vous y êtes arrivé là ? On a compris le mécanisme, mais vous personnellement, entre vous, ça a donné quoi ? Ça a été un long travail de questionnement. Avec Virginie, on a beaucoup discuté. Comme on l'a dit, on est allé le voir, nous, entre six yeux, en tant qu'amis, pour l'alerter. C'était quand ça ? C'était en fin septembre ou octobre 2023. Pour l'alerter en lui disant arrête, tu veux jouer dans une cour qui n'est pas la tienne, redescends. Alors, juste, excusez-moi, je t'interromps, c'était pas juste nous. Il faut savoir qu'on avait des gens qui nous appelaient, des élus, des personnels administratifs,
des bénévoles de Saint-Patu. de Saint-Patu qui nous appelaient Thierry ou moi en disant mais on n'en peut plus, c'est pas possible, l'ambiance elle est horrible, il fait que de crier, il rajoute des manifestations tout le temps, on est sous pression, on travaille tout le temps dans l'urgence, on est pris tous les week-ends, on a vu des agents administratifs pleurer. Il y en a même qui ont fait des burn-out. Et donc les gens nous disaient Thierry et toi vous pouvez aller lui parler, vous êtes ses amis, il vous entendra, il vous écoutera et il excusera, enfin il acceptera, alors que si c'est nous, il va se fâcher. Les gens en fait ont peur de lui. À la mairie, c'est le management par la peur. Les gens n'osent pas lui dire, que ce soit des élus ou des agents, n'osent pas lui parler, lui dire, etc. D'ailleurs, sur la fin de notre mandature à nous, les gens allaient plutôt s'adresser à son assistante. Il a un côté très colérique. Alors, l'avantage, si on peut dire que c'est un avantage, il monte aussi vite qu'il redescend. Donc les gens le laissaient gueuler, entre guillemets. On a eu des déceptions, effectivement, des gens qui sont venus nous voir, sincèrement, j'ai même un mail d'un de ces adjoints qui est resté où il le descendait mais il le laminait et qui s'est complètement retourné contre nous, qui a la botte de Jean-Benoît Pinturier. Donc on a eu des déceptions par rapport à les 11 qui sont restés, parlons-en. Enfin c'est les 11 qui sont restés. En revanche, on a eu énormément de gens qui nous ont fait vraiment des bonnes surprises, qui nous ont tout de suite ralliés. Alors que, non pas on pensait qu'ils étaient contre nous, mais spontanément, on pensait pas mais ils sont venus, la réunion a eu lieu le 7 février à 20h30, à 22h30 ils étaient sur la place de la mairie avec nous, t'as mon soutien, y a aucun problème. Donc c'était des gens qui étaient à la réunion, qui avaient peut-être des rancœurs déjà qu'ils accumulaient. Pas des rancœurs, mais des incompréhensions, C'est surtout qu'ils avaient aucun doute sur notre loyauté, notre droiture à l'un et à l'autre. Et qui savaient à quel point on était proche de Jean-Benoît et qui se sont dit s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien. Et qu'on a pris un gros risque parce que la décision, on l'a pas prise à la légère, ça nous a coûté, ça a été très dur. Déjà, premièrement, on est passionné par notre fonction d'élu et on aime beaucoup faire ça. Donc déjà, on quittait quelque chose et c'est pas financier comme Monsieur Pinturier a laissé entendre que je ne quitterai jamais mon poste parce que j'avais trop besoin d'argent pour payer l'école privée de mes enfants. Quand on s'est présenté à la réunion où on a dénoncé des faits dont on a les preuves, en lui demandant des explications et en demandant effectivement aux gens de voter, le vote n'a pas eu lieu, de soit que Monsieur Pinturier s'en aille ou sinon c'était nous. Ce jour-là, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et on était devant un groupe si c'était pas des amis, c'était des bons copains. Ou du moins des collègues de travail, des gens avec lesquels on a fait les festivals, etc., avec qui on a des bonnes relations. Il y a eu des réactions violentes. Vous vous attaquez au privé, quand on a parlé de la vente de sa maison, vous attaquez au privé, il fait bien ce qu'il veut de sa maison. Mais de la part d'autres gens ? D'autres gens, on nous a accusés d'avoir peur de ne pas être réélus en 2026, et donc de vouloir prendre la place, parce que oui, j'ai toujours eu des ambitions, je l'ai jamais caché, ni à Monsieur Pinturier, il le sait, et je lui ai déjà dit devant témoin, mais le but n'était pas de lui prendre la place. J'avais dit, si un jour, oui, ça m'intéresserait d'être maire. D'ailleurs, il aurait été beaucoup plus facile pour moi d'attendre 2026 des élections classiques que d'être dans le contexte actuel avec une campagne très courte sur laquelle, plutôt que de présenter un programme, on doit déjà se défendre de notre position et des décisions qu'on a prises avant de présenter un programme. Donc la place, elle n'est pas confortable. Elle aurait été beaucoup plus confortable en 2026. À un moment donné, pourquoi nous on avait voté à l'époque le PLU et validé certaines constructions, c'est qu'il y avait un besoin. Clairement, il y avait un besoin pour nos anciens, pour les enfants de la commune qui voulaient pas forcément quitter. On n'avait quasiment pas de logements dits sociaux. Donc il y a eu une vague de construction qui était prévue. En plus de ça, la loi nous l'imposait puisqu'on devait avoir 25% de logements sociaux par rapport à la taille de la commune. C'est la loi SRU. C'est la loi SRU. Sauf qu'à aujourd'hui, on n'est plus assujetti à cette loi.
Et donc, on n'a plus de raison particulière de faire pousser des constructions à tout va, des collectifs, etc. etc. Oui, parce que la loi a changé. La loi a changé. En fonction du nombre d'habitants. Oui. C'est ça. Et puis, alors d'ailleurs, hasard du calendrier, début mars, parce que nous avions démissionné de notre poste d'adjoint, mais pas de conseiller, donc nous siégions toujours à la communauté de communes. Et là, on a appris, donc au mois de mars 2024, que la communauté de communes est tenue d'avoir 70, je dis bien 70 logements sociaux pour l'ensemble de la communauté de communes. Donc les autres communes sont tranquilles, il y a déjà ce qu'il faut sur Saint-Patu. Donc on n'a plus cette obligation, donc l'excuse de dire c'est la loi, ça tient plus à aujourd'hui. Après, on est une communauté de communes, il faut aussi la jouer collective. Vu que maintenant c'est fait chez nous, alors pas à notre détriment, la joue collective non plus. Mais, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut défendre aussi sa commune, etc. Mais voilà. Après, il y a eu aussi la maison des seniors. Ça fait partie aussi des choses qu'on a dénoncées. Monsieur Peinturier a vendu aux élus et à l'ensemble des habitants la construction d'une maison des seniors. Tout le monde a trouvé ça super, moi aussi, parce que tout le monde a dans son entourage, à un moment donné, entendu parler d'une famille, d'un proche qui a eu du mal à trouver une place pour un parent malade, qui commence à être en perte d'autonomie, puisque c'était une maison qui n'était pas médicalisée, hein. C'était des gens qui étaient encore autonomes, mais avec des services qui venaient à eux. C'est-à-dire que les médecins et tout ça, ce serait coiffeurs, pédicures, ce serait déplacé là-bas. Sauf qu'on a découvert que l'entête du dossier, c'est 95 logements sociaux, dont une partie adaptée aux seniors. Dans cette maison, il va y avoir des F4. Qui dit F4 dit famille. On va mélanger les familles avec des personnes âgées et seules qui recherchent le calme et la tranquillité. C'est la mode des maisons intergénérationnelles. Oui. Oui. Mais c'est pas ce qu'on a vendu au départ. Et j'ai même entendu, j'étais à un rendez-vous avec Monsieur Peinturier chez un ancien combattant qui malheureusement est décédé depuis, quelqu'un de très âgé qui a été militaire toute sa vie et d'une droiture incomparable, j'ai envie de dire. Ce monsieur avait quand même combattu en Indochine, en Algérie, en Tunisie, etc. Voilà, qui voulait aller dans cette maison des seniors parce que sa maison devenait trop grande pour lui. Il était veuf, difficile d'entretien, etc. Donc exactement le but qui avait été donné pour nous à cette construction. Et là, monsieur Peinturier lui explique, monsieur, va falloir constituer un dossier, c'est un logement social. Ah d'accord, donc le monsieur âgé, d'accord, etc. Moi, j'ai rien dit sur le moment parce que je voulais pas embrouiller ce monsieur pour qui j'avais beaucoup de respect. En sortant du rendez-vous, je dis, mais on peut pas avoir un logement social si on est propriétaire de sa maison. Oh non, t'inquiète, on n'aura qu'à dire qu'il l'a donné à ses enfants. Et je dis, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui a servi son pays toute sa vie de mentir sur un dossier pour avoir un logement social. Même si on n'a pas servi son pays toute sa vie. Bon, mais là, en l'occurrence, connaissant le monsieur dans ce contexte-là, encore moins, je savais très bien qu'il ne le ferait pas. C'était allé jusqu'à ce monsieur avait rempli son dossier, hein, sa fille me l'a dit. Hein. Il avait rempli son dossier de demande de logement social. Et en plus de ça, dans des logements sociaux, il y a une répartition légale. Il y a 30% pour le préfet, 30 et quelques pourcents pour l'action sociale, et le reste pour la collectivité. Donc il n'a pas non plus la main sur l'intégralité de la structure. Donc même là, en disant que ça sera que pour les anciens de Saint-Patus, c'est pas vrai. Je voulais revenir sur le budget, sur le scolaire. Sur le scolaire, dans l'interview qu'il a réalisée début mai, il parle d'un budget alloué au scolaire à hauteur de 54%. Ce qui peut paraître important, sauf que la réalité, c'est pas ça. Et là, pour le coup, c'est mon domaine de compétence, puisque sur le budget, ça en faisait partie. Le scolaire, au niveau fonctionnement, ça représente 21%, un peu plus de 21%. Du budget global. Si on y adjoint la masse salariale, on arrive à 45%, pas 54%. Et le delta, c'est pas une mince affaire, ça équivaut à 800 000 euros. Donc parler de 54 000... 54... Encore 800 000 Oui, c'est des chiffres qui nous poursuivent, oui, effectivement. 54%, on n'en est pas là. Voilà. Alors,
entre les 45% et les 54%, le delta il est de 800 000 euros. Connaissant bien M. Peinturier, il assène des chiffres comme ça sans les vérifier. On va prendre un autre exemple. Il a parlé des démissions de son conseil municipal. Il parle d'une dizaine. On n'est pas à une dizaine, on est à 20 personnes. On est parti avec une liste de 31. Et il lui en reste Ils 11. sont plus que 11. C'est pour ça qu'il va y avoir de nouvelles élections. C'est pour ça qu'il va y avoir des nouvelles élections. Les démissions, alors c'est les démissions que de son ex-groupe Agir. L'opposition n'a pas démissionné, hein. L'opposition profite de cet état de fait pour le groupe de Nathalie Moine, oui, parce qu'ils auraient pu aussi démissionner. Ils l'ont pas fait, puisque comment dire, le volume de démissionnaires de notre groupe était largement suffisant.